oui, là, moi, le gamin, oui. Oui, apparemment, c'est à vous, enfin, je me comprends. Dis donc, on peut récupérer le ballon, là? Ah non, on peut pas récupérer le ballon, là, non. Parce que le petit vient d'être violenté, là, par un animal sauvage ou je sais pas quoi, mais il aurait peut-être les 2 yeux crevés. Alors, je vous prie de croire que ça va aller loin, ça. Enfin, je me comprends. C'est de l'alchimie idéale pour faire le tabac, qui relève pas d'une école, qui relève pas d'une mode, qui relève pas d'une profession. C'est ou ce n'est pas. Te souviens-tu des larmes de cet enfant à qui j'ai chatouillé les pieds pendant que tu lui arrachais les yeux? Les rencontres comme ça, c'est des rencontres rares. J'imagine que les inconnus, ils vous diront les mêmes choses, ou les nuls, ou Chevalier Las Palais. Tac, c'est une rencontre. Et c'était, ouais, ça a été immédiat, tout de suite. Vous savez qui je suis exactement? Oh, t'es un gros pédé, toi. C'est de l'affect, c'est de l'invisible. Pourquoi on aime quelqu'un et pas une autre? Ça, je peux pas l'expliquer, mais en tout cas, il y a une complémentarité dans le caractère, dans la façon de jouer, le physique, il y a le baraquet et puis le fluet. Donc il y avait vraiment une harmonie, ils se sont rencontrés, voilà, c'est une rencontre. Nous respirons tous du gaz carbonique. Gaz carbonique, gaz carbonique, gaz. C'est très compliqué à expliquer quand quelqu'un vous fait rire et quand vous faites rire cette personne, c'est... On était sur la même longueur d'onde. C'est sur la même longueur d'onde. Le petit, c'est un vrai con, le petit. Hein. Le beau gosse, là? Non, l'autre. L'autre. Lequel? L'autre, le petit rat, là, le petit... Ah, ouais, d'accord. Et oui, l'aventure d'Élie et Dieudonné, c'est tout ça. C'est la rencontre miraculeuse de 2 petits gars bourrés de talent. C'est une ascension incroyable et incroyablement rapide. C'est 6 années de gloire entre 91 et 97. Et puis c'est une séparation brutale et sans concession. Alors, comment en sont-ils arrivés là? Comment Élie et Dieudonné se sont-ils rencontrés? Allez, on se replonge dans leur passé. On la rencontre classique, je tape dans une poubelle, il est minuit. On est en banlieue parisienne, chez Mazarin, je suis un peu bourré à l'époque, parce que j'ai un passé d'alcoolique, je tape, ça roule, je vois un corps, je dis oh, bonjour, qui es-tu? Lui me dit je vis en poubelle depuis 4 ans. J'ai dit je vais te sortir de cette merde, compte sur moi. Ça y est, ça commence. Je le savais, avec des comiques, ça pouvait pas être sérieux. Bon allez les gars, un tout petit effort, sinon on n'ira pas bien loin. D'accord? Allez, on y retourne. En fait, moi, je faisais partie d'une bande de rigolos, et lui faisait partie d'une bande de rigolos. Moi, j'étais le chef de ma bande de rigolos, et lui, de sa bande de rigolos. Et on m'a présenté en me disant, tu vas voir, c'est un mec génial, etc. Et en effet, c'était un coup de foudre amical. On s'est tout de suite bien entendu, quoi. Dès le premier regard, ils se rendent compte qu'ils ont quelque chose en commun. Alors très vite, Élie et Dieudonné s'imposent comme les stars de leur bande de potes et n'hésitent pas à filmer leurs petits sketchs au caméscope. On est début 80, ils ont 18 ans. Ami, vous voulez commettre un meurtre prémédité? Jeannot, il pourra te le dire, hein, Jeannot? On faisait rire les copains et puis nous on se marrait bien. Mais il n'y avait pas d'objectif derrière tout ça. C'était vraiment couché comme ça sur la pellicule, ce qu'on faisait tous les jours. C'est ça ou quoi? Il y a où cette boule? Mais je mets une boule, moi. Non, mais laisse, Jeannot, il supporte pas de perdre. Élie décide alors de prendre son destin d'humoriste en main. Il se met au théâtre et quelques années plus tard fait ses premières armes sur le petit écran. On est en 90 et c'est l'une des stars de la série télé Vivement lundi, une référence en matière d'humour. Oh, il y a un accident, il y a des flics qui montent. Ah mince, qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de grave, j'espère. Un accident, c'était pas drôle. Il en profite même pour faire venir ses copains de temps en temps. Salut, patron. Mais t'es tout pâle, Barto, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'as foutu une de ces trouilles? Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'argent, ça. Hein? Non, ça c'est une traite, Traite des noirs tant qu'il est. Non, j'ai peut-être l'air d'un imbécile, mais j'en suis pas, hein. Alors je veux pas être payé dans 3 mois. Bon, écoute, S'il fait quelques petites apparitions à la télé, Dieudonné, lui, a un tout autre plan de carrière. Je vendais des voitures, mais je vendais tout ce qui est légal, évidemment. De toute façon, il y aura des poursuites, hein. Faut pas se faire d'illusions, j'ai le bras long. Moi, être comédien, non, c'était pas... Je l'ai trouvé un peu con, d'ailleurs. Mais un beau dimanche de l'année 90, le destin les pousse tous les deux sur une petite scène de spectacle, le Café de la Gare. Et Jackie, leur futur régisseur, s'en souvient très très bien. N'est-ce pas, Jackie? Voilà, c'est là que ça s'est passé. C'est là qu'Élie et Dieudonné ont commencé. C'était, 90. Je suis Hans. Dis la hyène de Berlin. Mon nom à moi est Otto.
Otto van Bocknecht, dit le boucher de Düsseldorf. Quand on les a vus la première fois, les gens du Café de la Gare, on se dit oh, il y a de l'avenir. Enfin de l'avenir dans le théâtre. Un peu d'air frais. Volkswagen Et un jour, je rencontre un type et il m'a dit tous les dimanches, il y a n'importe qui peut passer des sketchs au Café de la Gare. Donc j'ai tout de suite pensé à Dieudo et à moi. Ils vont pas vous manquer, allez-y, approchez. Il a gros peur, hein. Là, Dieudo a pris peur. Il m'a dit non, je veux pas le faire. J'étais pas comédien, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je voulais bien écrire des sketchs, travailler sur des sketchs, mais bon, après, aller jouer, c'est un engagement, quoi. Il faut le vouloir. Hein. Et 2 jours avant de le passer, Dieudo m'appelle et me dit ah non, finalement, je vais le faire avec toi. Bon, il est où, l'asticot, là? Oh, l'asticot, oh! Ouais, je suis là, chef. Dès leur première apparition, le petit blanc et le grand noir font un véritable carton. En quelques semaines, ils s'imposent comme les chouchous du Café de la Gare. Bon, alors, tu me les as mis comment? Alors très vite, ils décident de donner une tournure un peu plus professionnelle à leur travail et se mettent en quête d'un coach. Et attention, pas n'importe lequel. Comme Dieudo étant une personne de couleur et que Pascal Légitimus étant d'origine chinoise, comme chacun le sait, donc ils se sont contactés tous les deux. Les Inconnus, c'était l'époque vraiment où ils étaient vraiment au top du top. Ah, que la nature est belle. Quitte à aller voir des gens pour être conseillers, allons voir les meilleurs, c'est ce que je m'étais dit. Et puis après, Pascal, parce que Pascal Noir, c'est quand même plus facile aussi, pour moi. Et puis il m'a vraiment fait comprendre qu'il avait le désir que je collabore avec eux en se présentant comme 2 petits jeunes de province, de banlieue, de petits Rastignac qui avaient envie de s'exprimer dans l'humour. Je me rappelle ton flic. Bonjour. Ah, c'est Brahim, moi. Quand je les ai vus la première fois, ils m'ont fait marrer. Donc c'est vrai que quand on est un humoriste et qu'on est sensible à l'humour des autres, ça fonctionne hyper bien parce que déjà on est nous très aguerris, on sait comment ça marche, on connaît tous les trucs du métier. Donc pour qu'un humoriste nous fasse vraiment marrer, c'est qu'il y a une sincérité, il y a un univers qui est nouveau. Alors je sais pas si c'est un champ de coton ou quoi dans le quartier, je sais pas, je veux pas le savoir. Séduit par cette façon de s'attaquer au racisme, Pascal Légitimus s'engage dans l'aventure avec eux et leur donne même quelques jolis coups de pouce. La première idée que j'ai pondue pour eux, c'est l'idée de Cohen et Bokassa, parce que c'est un sketch que je devais faire avec Didier, et en fait ça n'avait pas trop accroché entre nous, entre Didier et moi, enfin Didier n'avait pas trop le feeling. Donc j'ai ressorti cette idée-là du tiroir et je leur ai proposé qu'ils s'insultent. Et je trouvais ça plus amusant, vu que physiquement il y avait déjà une évidence. T'as pas mis la galette et les guirlandes, hein, ouais? Chapi et Chapeau, Elie et Dieudo confirment rapidement leur style assez visuel et jouent à fond sur leurs différences. Je sais pas si c'est depuis qu'ils t'ont coupé la bistouquette, là. Mais ça t'a rendu nerveux, quoi, hein? De toute façon, on pouvait pas faire autrement que de jouer sur les physiques différents, quoi. Et sur la couleur aussi, puisque je suis noir. Il y avait le yin et le yang, le clown blanc et puis l'Auguste. Il y avait cet aller-retour de rapport de force. Et moi, je les ai confortés dans ce rapport de force. Donc pratiquement tous les sketchs étaient dans cette confrontation. Ouais, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as? Et non seulement ils écrivent leurs textes très rapidement, mais en plus, ça sonne juste. On faisait tout par téléphone, quasiment. Je me rappelle pour un sketch qui s'appelle Villetarneuse. Puis je passais devant le panneau de la ville, Villetarneuse. Puis dans ma voiture, j'étais tout seul, je faisais t'es de Villetarneuse, toi t'es de Villetarneuse, Villetarneuse. Je sais pas, ça me faisait marrer, Villetarneuse, ce mot-là. Il était arrivé en disant Villetarneuse. Il était en disant Villetarneuse. Villetarneuse, on connaît Leur force, c'est d'avoir un laser dans la tête, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un scanner qui permet de décrypter le comportement des gens. Et c'est vrai que les humoristes, en tout cas les bons, fonctionnent comme ça. Tu veux que je te la fasse, la tentouse? Bon, je vais te la faire, la tentouse. Tiens, la voilà, la tentouse. Je te la fais, la tentouse. Bref, mise en scène par Légitimus, Elie et Dieudo donnent leur premier grand spectacle en 93 au Splendide Saint-Martin. Ils connaissent alors leur premier grand succès. Mais si côté court tout est rose, eh bien côté jardin c'est un peu différent. Car malgré leur véritable et sincère amour réciproque, ils ont des caractères radicalement opposés. Francis, ça m'a fait peur. Je ne passe pas les cartes. Dieudo, c'est quelqu'un de très indépendant. Très indépendant. Il est aussi très pudique, donc il ne donne pas de signe d'affection aux gens. En tout cas pas à moi. Donc c'était chacun son territoire.
Je me souviens souvent qu'il me disait toi t'es toi, moi je suis moi. Alors moi ça me blessait parce que moi je suis beaucoup plus affectif que lui dans mes rapports. Et Elie a toujours été à parler de sentiments, d'émotions. Enfin, je pense qu'on est tous pareils, quoi. On n'a pas, j'ai pas de différence avec Elie dans ce domaine-là, je pense pas. Peut-être un peu plus calme, un peu plus réfléchi. On ne pouvait rien se dire autrement que par l'humour. On se disait des trucs sur scène. Par exemple, je me souviens qu'on avait une galère avec Michel Drucker, où Dieudonné avait demandé de l'argent pour participer à l'émission. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Donc on n'avait pas pu faire l'émission à cause de ça. Donc ça m'avait énervé. Et sur scène, on avait un sketch qui s'appelait Ghana. Qui suis Ghana? Grand Ghana. Et donc il avait sorti Ghana, Michel Drucker, donne-moi ton argent, ta Ghana, ton Ghana caché. Et moi ça m'avait énervé, quoi, mais j'étais comme un fou. Et en plus je me souviens, il me prenait par les épaules et il me secouait dans tous les sens. Donc forcément là, ce soir-là, il l'a fait un peu plus. J'ai un plan les galaxies, j'ai un plan l'univers. L'argent, justement, devient avec le temps un sujet récurrent et omniprésent dans leur conversation. Et oui, puisqu'un beau jour, Dieudonné décide de ne plus travailler pour les autres et crée sa boîte pour produire lui-même ses spectacles. Nous sommes en 94, un an seulement après leur immense succès au Splendide. C'est le début des problèmes. Si les choses sont pas claires dès le départ, et elles l'étaient pas, et c'est ça qui a foutu la merde en fait, c'est que en fait, Dieudonné est un homme d'affaires, quoi. Donc il a décidé que nos producteurs nous entubaient. Il a dit non, c'est fini, on se fait voler notre argent, nos droits d'auteur, etc. On va créer notre société tous les deux. On n'a pas à me dire ce que j'ai à écrire, on n'a pas à me dire quel visuel il faut que je prenne, on n'a pas à me dire quelle chemise il faut que je mette, c'est à moi de décider tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, être artiste, c'est être en contact avec la réalité. Et la réalité, c'est pas d'être bercé par un milliardaire qui va miser sur vous. Non, c'est pas ça la réalité. Elie était l'employé de Dieudonné au sein d'un spectacle en commun. Donc c'est vrai que ça faussait un peu la donne, les rapports. Moi, j'avais tout le temps l'impression que je me faisais entuber par lui. Alors c'est insupportable. Tu deviens complètement parano, quoi. Parfois, c'était vrai. Pour le Ghana chèque, à quel ordre? Dieudonné déjà anticipait une indépendance financière, sociale, artistique. Et d'ailleurs il l'a bien fait parce que quand on a appris à pêcher, on pêche. C'est normal, c'est légitime. Je suis tranquille, je suis peinard. Bref, Elie et Dieudonné sont sur deux planètes différentes. Mais dans la foulée de cette quête d'indépendance, ils disent bye-bye à leur metteur en scène préféré. C'est eux qui m'ont dit qu'ils avaient plus besoin de moi. Honnêtement, je dis il n'y a aucun problème parce qu'ils étaient matures, ils étaient mûrs. Donc effectivement, au niveau de la mise en scène, et à leur demande, moi je suis parti. Ils m'ont dit voilà Pascal, bon. Je dis no souci, moi salut, au revoir et puis c'est tout. Début 96, ils entament la tournée de leur deuxième spectacle, Elie et Dieudonné en garde à vue au Palais des Glaces. Spectacle produit par Bonnie Productions, c'est-à-dire par Dieudonné. C'est plus qu'un carton, c'est une apothéose. Mais au lieu de surfer sur la vague du succès, Elie et Dieudonné décident de se séparer. Et ce deuxième spectacle sera leur dernier. Elie s'absente quelques mois pour tourner un film aux États-Unis. Et à son retour, la rupture est définitivement consommée. Oui, il m'avait prévenu, il m'avait dit écoute, moi j'ai une société à faire vivre, etc. Si tu pars faire du cinéma, je vais rester 6 mois sans rien faire, donc je vais faire mon spectacle.